Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le 19e organisé dans le cadre d'une collection plus large du projet Climat-Vège. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les pistes de diversification dues au changement climatique, donc en maraîchage et en grande culture. Je suis Solène de RIC, je travaille à VG Police Valais et je remercie bien évidemment Floriane Boire, Caroline Coquois et Louise Astier pour les résultats qui vont vous être présentés aujourd'hui. Sur la dia suivante, c'est un rappel, oui, sur cette dia, donc Climat-Vège, c'est l'association des deux mots climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Ce projet a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il implique 80 partenaires autour de 24 tâches de recherche et d'expérimentation. Il est financé par les partenaires, bien évidemment, mais également par deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part, le Conseil régional de Bretagne avec l'ADEME d'autre part. Donc, l'ensemble des actions sont articulées autour de ce triptyque là que vous voyez eau, sol, plante, avec des actions de différentes natures. Il y a à la fois des travaux de recherche, des travaux plus prospectifs et participatifs sur différentes thématiques, ou encore des travaux d'expérimentation. Sur la dia suivante, vous avez un rapide rappel d'organisation de tout bon webinaire. Donc l'idée, c'est que vous pensiez bien couper vos micros pour faciliter l'enregistrement du contenu. Ce webinaire, il sera donc disponible en replay dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à diffuser ensuite le lien qu'on vous donnera à la page permettant d'avoir accès à ces replays tout à l'heure. Je vais laisser la main à Floriane pour l'animation du webinaire et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. N'hésitez pas à participer en posant vos questions dans le chat et elles seront relayées à certains moments lors de la présentation. Très bon webinaire à tous. Bonjour, Floriane Bouard de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc le programme de ce webinaire sur la diversification des cultures en maraîchage et en grande culture, ça va commencer par une présentation de Louise Astier sur les nouvelles cultures pour une diversification en maraîchage en Bretagne, donc arachides et pastèques. Et ensuite Caroline Coquois va vous présenter les nouvelles cultures pour une diversification en grande culture en Bretagne, avec cette fois un focus sur le soja et le pois chiche. Donc, tout d'abord pour l'introduction en fait de ces essais. Donc l'objectif en fait c'était de répondre aux attentes des agriculteurs en termes d'adaptation au changement climatique pour les filières grande culture et maraîchage. Les dispositifs expérimentaux ont été mis en place sur 2023-2024 dans deux stations expérimentales de la Chambre d'agriculture de Bretagne. La station de Kerguénec dans le Morbihan, qui est spécialisée en grande culture et légumes de transformation, et la station Doré, dans le Morbihan également, qui est spécialisée en maraîchage. Les fils conducteurs des essais en station, donc c'était la diversification des cultures en maraîchage et en grande culture, en agriculture biologique, le suivi des réserves en eau du sol sous ces nouvelles cultures et l'acquisition de références pour la gestion de l'irrigation, et l'adaptation des cycles végétaux aux conditions pédoclimatiques bretonnes pour la mise au point d'itinéraires techniques culturaux adaptés à notre contexte pédoclimatique. Alors, concernant les essais plus précisément, mis en place donc sur 2023-2024, ils ont été conduits en agriculture biologique dans une logique de réduction des intrants. Pour la partie maraîchage, donc qui sera présentée par Louise Astier, on avait deux essais, donc l'adaptation des variétés d'arachides au contexte pédoclimatique breton et la mise au point d'itinéraires techniculturels sous abri froid. Le deuxième essai avait pour sujet l'adaptation des variétés de pastèques au contexte pédoclimatique breton en plein champ et l'intérêt technico-économique du greffage. Donc ça, c'était les essais pour la station expérimentale Dorée. Pour la station expérimentale de Kerguénec en grande culture, donc ça vous sera présenté par Caroline Coquois. Le premier essai, c'était l'adaptation des variétés de soja au contexte pédoclimatique breton et l'association de ces variétés à différentes plantes campagne pour gérer le salissement. Et le deuxième essai, adaptation des variétés de pois chiches au contexte pédoclimatique breton et association de ces variétés à différentes plantes campagne pour gérer le salissement. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue Louise et puis on aura un temps de questions de 5 minutes à la fin de sa partie, donc vous pourrez noter les questions dans la conversation.
Merci Floriane. Donc, pour la partie diversification en maraîchage, je me présente, je suis Louise Astier, Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis chargée de mission en culture maraîchère basée à la station expérimentale Dorée, donc une petite station expérimentale en maraîchage dans le Morbihan, comme l'a dit Floriane. Pour vous reposer un petit peu le contexte et les objectifs de l'essai et surtout l'enjeu de la diversification. Donc, la station expérimentale Dorée, c'est une station expérimentale qui vise à travailler sur la filière maraîchage diversifié, donc maraîchage avec une trentaine de légumes à la gamme minimum, qui se caractérise principalement par de la vente en circuit court sur les marchés via des COP, via des paniers d'AMAP. Ça, c'est un petit peu la filière dans laquelle on travaille. Et sur cette filière-là, il y a un vrai enjeu de la diversification de la gamme, d'autant plus en agriculture biologique, à la fois d'un côté pour satisfaire la clientèle, puisqu'on est directement en contact avec elle. Donc sur les étals, plus on a une gamme qui est importante et plus on va avoir ce qu'on appelle des produits d'appel, plus la clientèle a tendance à venir sur notre étal. Et puis, il y a tout un intérêt aussi de diversifier nos cultures sur la gestion de la rotation. Introduire de nouvelles familles dans la rotation, c'est allonger la rotation, les délais de retour d'une même famille sur une parcelle et la résilience aussi de nos systèmes de culture parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Et en fait, quand on a des années où une année, je vais avoir une culture qui va être dite ratée, et ben c'est une année où je vais en réussir une autre. Et vice-versa, l'année où je vais réussir une autre culture, j'en rate une autre. Et donc, la diversification de la gamme de production permet toujours d'avoir un étal qui sera suffisamment fourni pour notre circuit de vente en circuit court. Le changement climatique, c'est aussi, on l'observe déjà, bien entendu, et c'est aussi pour nous peut-être de nouvelles opportunités de tester de nouvelles cultures, de voir apparaître dans notre secteur de nouvelles cultures. Donc nous, on a travaillé, comme disait Floriane, sur l'arachide et la pastèque, avec à chaque fois donc des cultures qui sont pas du tout issues du contexte breton, de la région bretonne, et donc à chaque fois l'enjeu de mettre au point ou de consolider les itinéraires techniques qu'on va pouvoir développer avec à terme notre question qui est toujours de la faisabilité technico-économique de cette culture-là dans notre contexte. Est-ce que ça vaut le coup aussi à terme? Donc, je vais commencer dans un premier temps à vous présenter les essais autour de la culture d'arachide et je vous présenterai dans un second temps nos essais sur la culture de pastèque. L'arachide, on la travaille depuis à peu près 2022. Pour vous faire un petit rappel sur la culture d'arachide dans le monde, donc l'Europe n'est pas du tout en tête de liste des régions productrices d'arachide, c'est plutôt l'Asie, notamment avec 60% de la production mondiale qui est concentrée entre deux pays, la Chine et l'Inde, et puis le continent africain qui, entre tous les pays, représente à peu près 25% de la production mondiale. Donc, vous voyez, hein, sur la carte, on n'est pas du tout tout ce qui va être pays plutôt hémisphère nord, voire quand même assez au nord de l'hémisphère nord. On n'est pas du tout producteur de cette culture-là. Et donc, la France ne s'y positionne pas. Pour autant, en fait, en France, on a vu apparaître des essais pour la culture de cacahuètes, notamment dans le sud-ouest. Alors, il y avait des petits articles dans la presse qui étaient apparus et avec des essais qui paraissaient prometteurs, notamment dans les Landes. Et donc, en Bretagne, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va essayer d'en faire. C'est un véritable produit d'appel, en tout cas, nous, qui nous paraît être un véritable produit d'appel sur les étals de marché. Et donc, en Bretagne, bon, bah, l'arachide, c'est plutôt une culture tropicale, donc il faut complètement mettre au point l'itinéraire technique pour une production en agriculture biologique dans le contexte breton. Et puis avec derrière des questions très techniques, notamment sur la gestion de la récolte, du post-récolte, et puis à terme évaluer la rentabilité de cette culture, une fois que l'itinéraire technique sera sécurisé. Donc nos premiers essais, ils ont eu lieu en 2022, c'était en dehors du projet Climavège. Climavège a pris la suite. On a travaillé dans un premier temps avec la variété White Shell, qui était à notre connaissance la seule variété adaptée pour notre région, qui semblait adaptée entre guillemets à notre région sur le marché à ce moment-là, donc une variété qui n'était pas disponible en bio mais en non traité. Et donc on a commencé à réfléchir à notre itinéraire technique. À partir de nos graines, on a fait des semis en motte à peu près dans la période de la fin avril, avec une densité de 3 graines par motte.
on a observé un taux de levée qui était assez faible, alors une levée assez hétérogène comme vous pouvez le voir sur la photo, avec un taux de levée autour de 70%. On ne connaît pas spécialement la culture, donc on découvre, ok. On plante derrière, donc 3 semaines après le semis. On décide de planter sous tunnel froid pour protéger la culture et avoir un environnement qui soit le plus chaud possible pour coller au maximum aux conditions de culture de l'arachide dans les pays dans lesquels elle est cultivée. Donc on plante sous tunnel avec une densité de 9,5 plants par mètre carré. Tout ce qui va être cette année-là, gestion du désherbage, on la gère au robot, mais ce qu'il faut retenir, c'est que principalement, on a du binage de l'interrang, des butages qui vont permettre de ramener de la terre au niveau du pied de la plante, particulièrement au moment du phénomène de géocarpie. Donc l'arachide, c'est une plante qui a la particularité, une fois que la fleur est fécondée, de repartir dans le sol où elle va former sa gousse. Donc on est venu rapporter de la terre au pied, au niveau de ces gousses-là, au moment où elles se sont formées. Et en termes de désherbage, on a un désherbage sur le rang, on a fait 2 passages manuels. Pour ce qui était de l'irrigation, on avait une seule consigne, c'était l'idée de garder le cœur de la butte qui reste humide pour avoir une plante qui ne baigne pas dans l'eau, mais pour autant qui a accès à une source d'eau constante. Sur la gestion, on va dire, bioagresseurs. Dès le mois de juin, on a vu apparaître des foyers d'acariens phytophages qui se sont développés petit à petit au cours de la saison. Donc, dès le mois de juin, on a fait des lâchers d'auxiliaires, notamment des lâchers de Phytocellus persimilis dans le tunnel. Et puis, on a fait des aspersions pour ramener de l'hygrométrie dans le tunnel, puisque les acariens phytophages se développent plutôt en conditions sèches. Pour autant, malgré les aspersions, malgré les lâchers d'auxiliaires, on a une culture qui a été ravagée à la fin du mois d'août. On avait quasiment plus de feuillage vert. Et on a, là, je vous ai mis par exemple une photo de la récolte d'un pied, entre le pied qui restait à peu près sain et puis le pied attaqué par les acariens. Vous voyez qu'on a un feuillage qui est complètement desséché et puis très peu de gousse au pied de la plante. En plus de ça, la culture, elle a subi aussi des attaques de rongeurs juste avant la récolte qui sont venus en fait gratter les buttes et manger les gousses d'arachide qui avaient commencé à se former, qui étaient bien formées même à ce moment-là. Et donc, entre le feuillage qui était complètement desséché et les attaques de rongeurs, on a déclenché la récolte. On s'est dit, bon, bah là, de toute façon, la culture, elle ira pas beaucoup plus loin. On récolte, on voit ce qu'on a. Donc, une récolte qui a eu lieu début décembre et qui nous ont donné des rendements pour une première année autour de 240 grammes par mètre carré d'arachide en pois frais. Alors, on a assez peu de références en France. En fait, on n'a pas de référence en France sur ce que pourrait être le potentiel de rendement de l'arachide. Donc, pour l'instant, c'était notre première référence. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'en 2022, en conditions climatiques qui semblaient favorables à l'arachide, puisqu'on avait un été chaud et sec, on a des rendements qui, a priori, nous ont paru satisfaisants, avec quand même des questionnements autour de la gestion des bioagresseurs et donc des pistes pour l'année suivante qui s'articulaient autour de ça, notamment le contrôle des populations d'acariens en essayant de lâcher en préventif, de faire des lâchers préventifs d'auxiliaires. Et puis, on s'était posé aussi la question de réussir un semi-direct pour éviter en fait l'opération de semis en motte et de plantation après et de gagner du temps dans notre itinéraire technique. 2023, on se pose donc la question de la plantation ou du semi-direct. On travaille toujours avec notre variété White Shell. Dans notre modalité plantée, on a semé en motte fin avril, on a planté sous tunnel 3 semaines plus tard. Et dans la modalité semée, toujours dans le même tunnel, côte à côte, on a semé aux alentours du 10 mai. Donc, en même temps qu'on a planté notre modalité plantée, on a semé la modalité en direct. On n'a pas de levée. En fait, on a une levée qui, vous le voyez sur la photo, on n'a rien du tout qui a levé. Donc, on a été obligé de faire un deuxième semis 2-3 semaines après, avec une levée à ce moment-là qui a été très hétérogène.
et très certainement pour des raisons en fait, d'irrigation, parce que dans notre tunnel, on n'a pas pu différencier la conduite d'irrigation entre notre modalité plantée et notre modalité semée. Donc l'irrigation a été adaptée à des plants pour la reprise des plants après plantation et pas du tout à un lever de graines. Donc on a eu en fait une fonte des semis qui n'a pas du tout permis d'avoir une parcelle représentative de ce qui pourrait se faire. Et d'ailleurs, par la suite, on n'a même pas été. Alors, on l'a maintenu jusqu'au bout de la récolte. Enfin, on a été jusqu'à la récolte, mais on n'a pas mesuré nos rendements sur cette partie-là, puisque on était de toute façon avec une densité trop faible par rapport à la surface qu'on avait. On s'est quand même posé la question, parce que, hop, je reviens juste en arrière, même dans notre modalité plantée, cette année encore là, alors on avait un meilleur taux de levée qu'en 2022, mais on avait un taux de levée qui était toujours hétérogène. Donc on s'est demandé comment améliorer ce taux de levée, est-ce que c'était possible, et notamment est-ce qu'on pouvait faire un lien entre l'orientation de la graine et la capacité à lever de la graine. Alors cette idée, elle vient pas de nulle part, c'est surtout que la graine de cacahuète, elle présente en fait une extrémité qui est plus pointue et au niveau de laquelle on va retrouver l'embryon, la jeune plantule. Et donc on s'est demandé si cette pointe, en fonction de l'orientation dans laquelle elle était plantée, elle était semée, et ben elle allait pouvoir aider plus ou moins la plantule à retrouver, à lever complètement et à réussir à percer la terre. Donc on a fait un petit essai très, très simple, 3 orientations, une fois la pointe orientée vers le bas, une fois la pointe de la graine orientée vers le haut, et une fois de la graine déposée à l'horizontale. On n'a pas été jusqu'à un dénombrement très précis de notre levée. Par contre, on a juste par simple observation, comme vous pouvez le voir sur la photo, on a une modalité qui ressort un peu plus, c'est quand même la pointe, donc la modalité de la graine se met la pointe vers le bas, qui va donc permettre de lever un peu mieux, d'avoir une meilleure levée de notre graine. On voit toutefois qu'on a toujours une levée hétérogène, et donc ça, on se dit que c'est peut-être lié simplement à la capacité de la graine à lever et que c'est peut-être inhérent à la culture, comme certaines cultures qu'on peut connaître aussi avec ces problèmes-là. Sur la gestion au quotidien donc de notre culture en 2023, toujours pareil, une gestion des adventices qui s'est faite au robot. On a eu 4 binages, donc on était dans un tunnel qui était un peu plus sale. On a connu un fort développement d'adventices. On a au total réalisé 4 binages et 4 désherbages manuels sur le rang et 3 butages pour amener la terre toujours au pied de la plante. Pour la gestion des bioagresseurs, ça a été très compliqué en 2023. En fait, on s'est retrouvé à avoir d'un côté des attaques d'acariens phytophages dès le mois de mai. Donc, on a réalisé des aspersions. On avait fait déjà des lâchers d'auxiliaires de PBI en préventif au moment de la plantation. Ça n'a pas suffi à gérer les acariens phytophages. On en a refait pendant la culture. Et donc, on a réapporté de l'hygrométrie dans le tunnel par aspersion. En parallèle de ça, l'élévation de l'hygrométrie, ça a surtout permis de développer une maladie, l'alternaria de l'arachide. Donc, je vous ai mis en photo ici les symptômes avec à gauche les 2 feuilles des symptômes précoces et avancés de l'acarien, et puis à droite 2 feuilles avec les symptômes précoces et avancés de la maladie qu'on a vu apparaître sur notre culture. Donc l'alternaria de l'arachide, comme c'est une tache qui ressemble à une tache d'alternaria, une tache foliaire brune avec un halo jaune. Et là, on s'est retrouvé à avoir une conduite qui était où il fallait qu'on trouve le compromis entre développement de la maladie et développement des acariens. On amène de l'hygrométrie pour gérer les acariens et on doit assécher pour gérer la maladie. On doit ventiler et baisser l'hygrométrie pour gérer la maladie. Donc, on a eu vraiment... on était à un moment donné dans notre culture, à la fin du mois d'août, on avait une confusion de tous les symptômes. Notre feuillage, il était complètement cramé par les acariens, par le dessèchement naturel de la plante aussi, mais voilà, on n'arrivait plus à reconnaître quels symptômes à quel endroit. On déclenche la récolte, une récolte qui s'est faite début septembre, donc 1 ou 2 semaines après la récolte de 2022.
Et on a un rendement cette année-là à 170 grammes par mètre carré en pois frais dans la modalité plantée, puisque je vous ai dit que la modalité semée, on n'avait pas mesuré le rendement. Donc, on est sur un rendement plus bas, certainement dû aux attaques de bioagresseurs qui ont été à la fois plus précoces et plus fortes, et une année climatique qui a été plus défavorable aussi en 2023, avec moins de chaleur, notamment au cours de l'été. Des pistes de travail pour les années suivantes, on en a toujours. On veut toujours réussir notre semis direct de gousse entière. Et puis, on s'est posé la question, pour contrôler les populations de bioagresseurs, d'implanter la culture en plein champ, à la fois pour faciliter en fait la gestion des acariens par l'hygrométrie naturelle et voir si pour autant on n'a pas à la fois de la maladie qui va se développer et puis peut-être aussi, il ne faut pas non plus qu'on défavorise la culture par des conditions simplement de culture qui seront plus froides et donc moins favorables au développement d'arachides. Et puis on s'est posé la question à terme de produire des graines pour la saison suivante parce que le coût de la graine, le coût de semence de l'arachide est quand même assez important. Donc on aimerait bien, on s'est posé cet objectif d'arriver à produire de la semence pour les saisons suivantes. On n'a pas utilisé les graines de 2023 parce que maladie, donc on s'est dit on ne va pas prendre de risque, on va partir avec un stock plutôt sain, mais cet objectif était posé. 2024, on implante donc en plein champ, toujours avec notre variété White Shell, toujours parce que c'est la seule sur le marché à ce moment-là. On sème en godet, en faisant attention cette fois bien à l'orientation de notre graine, pointe vers le bas, et on plante un peu plus tard, 3 semaines après le semis. On a, dès la plantation en plein champ, mis en place un voile 500 trous pour favoriser justement le réchauffement de l'air au contact de la plante et donc essayer de ne pas pénaliser la plante par l'implantation en plein air. On a toutefois un semis, en fait, on a reçu en 2024 les graines assez tardivement, donc on a semé tardivement, on a planté tardivement, et 2024 n'a pas non plus été la meilleure des années en termes climatiques pour une culture plutôt tropicale. Vous allez le voir juste après. Mais par simple, donc là je vous ai mis l'état sanitaire de la parcelle, vous pouvez voir les premières fleurs de 3 semaines après plantation. Et puis surtout une comparaison de l'état sanitaire de notre parcelle sous tunnel en 2023 à gauche et en plein champ en 2024 à droite. Donc vous voyez qu'on a les acariens. En fait, on a un foyer d'acariens qui a apparu en 2024 au cours de l'été, mais qui a tout de suite été régulé par la pluviométrie qu'on a connue. Et donc, il ne s'est pas développé plus que ça. Et on a réussi à garder un feuillage vert jusqu'au bout de notre culture. Donc, pour autant, ce que je vous disais au niveau des récoltes à proprement parler, semis et plantation tardifs, une culture qui s'est faite en plein champ, donc forcément moins de réchauffement de l'air, des conditions météo en 2024 qui ont été froides et humides. On a donc eu un retard, on a observé un retard de la floraison et un décalage du phénomène de géocarpie et derrière un décalage de la récolte avec une récolte qui s'est faite assez tardivement, qu'on a déclenché fin septembre, principalement parce que on observait des gousses qui étaient en train de pourrir au champ. Donc là, on s'est dit, on n'attend pas le dessèchement du feuillage, on récolte. On s'est quand même posé la question, entre 2 récoltes, est-ce qu'on aurait, en fait une évolution de l'état de nos gousses, de la maturité de nos gousses? Et pas vraiment. La réponse, c'est non. C'est-à-dire que sur nos 2 récoltes, on a eu des gousses qui étaient nombreuses, mais dans les 2 cas, on a eu des gousses qui étaient peu remplies et surtout des gousses qui n'étaient pas matures, avec, comme je vous disais, des débuts de pourriture au champ. Donc, qu'est-ce que j'appelle juste rapidement des gousses qui sont peu remplies ou pas matures? Donc, vous voyez sur les photos, je vais prendre le stylet. Sur les photos, en fait, vous voyez donc les gousses pourries qui sont noires sur la photo, et puis les gousses immatures qui vont être en fait plus claires, qui vont pas être formées, c'est-à-dire que entre chaque graine à l'intérieur de la gousse va se rétrécir, va former un petit goulot, elle va s'assécher, donc les gousses étaient encore molles,
elles ont pas en fait cette forme de gousse caractérisée des gousses matures d'arachide. Et puis, elles ont à l'intérieur un parenchyme qui est encore bien charnu, qui n'est pas du tout desséché. Et au niveau de la graine, comme vous pouvez voir à côté, donc des graines qui vont être de taille insuffisante, on en a eu beaucoup. Et puis, dans le tégument, donc la fine peau qui recouvre la graine, n'est pas du tout sèche, n'est même pas arrivée à couleur. Donc, le tégument doit être rouge pour des graines matures. Et là, on avait des téguments qui étaient rose, blanc, rose, parfois qui se rapprochaient de la couleur d'un tégument mature, mais surtout qui était encore bien humide et qui tombait pas. Normalement, il doit pouvoir tomber rien qu'en frottant les graines entre nos mains. Pour autant, en 2024, on n'était pas mécontent de la gestion des bioagresseurs, puisque finalement, on a réussi à gérer des acariens qui nous avaient problème 2 années de suite. Et on se dit que sur l'arachide, on a quand même un réel potentiel, malgré le défi climatique que ça représente, et des perspectives pour la suite de travail, donc toujours sur notre semi-direct de Bourg-Santerre, en lien avec le prix de avec le gain de temps, de continuer à travailler sur la gestion des bioagresseurs par l'implantation en plein champ. Donc 2024, une année assez exceptionnelle aussi. On voudrait essayer de voir comment ça se passe sur plusieurs années climatiques différentes. La production de graines pour la saison, en lien avec le coût de la semence. Et puis, quand tout ça, ça sera bien calé, essayer de mettre en place aussi des modes opératoires de nettoyage ou de séchage des gousses, de conditionnement, de stockage après récolte. Voilà ce qui est. Et puis, bien sûr, à terme, la question de la rentabilité. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore travaillé ce point-là, mais on devrait commencer à le travailler dès 2025 avec une étude de marché. Alors, à petite échelle, puisqu'on est en circuit court et vente directe. Voilà ce qui est pour la culture d'arachide. Sur la culture de pastèque, donc ça va se représenter à peu près de la même manière. Je vais vous présenter rapidement l'état des lieux de la production de pastèque en France, parce que là, on produit déjà de la pastèque en France. Donc la pastèque, c'est une culture qui va être produite principalement dans le sud-est, dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var. Et puis, on a une production également dans le centre-ouest, au niveau du Poitou, dans les bassins globalement de production du melon. On va retrouver cette culture-là en même temps que les cultures de melon. En Bretagne, on est sur une production chez les maraîchers qui est déjà en place, mais qui va surtout se faire sous tunnel. Or, les tunnels, ce sont des outils qui sont à très forte valeur ajoutée pour tout ce qui va être culture de tomates ou d'aubergines, des cultures d'été. Et finalement, mettre de la pastèque dessous, c'est avoir encore une fois une cucurbitacée dans notre rotation de tunnel. Et puis surtout, pourquoi ne pas la mettre en plein champ? On aimerait bien gagner de la place sous tunnel l'été et puis essayer d'implanter cette culture-là en plein champ. Donc pour ça, on a travaillé sur des variétés et de la qualité du plant de pastèques qui seraient adaptées à être mises en plein champ en Bretagne. Et puis, on a évalué derrière des techniques de production pour les intégrer dans notre itinéraire technique. Et pour ce qui est de la variété, je ne vais pas vous passer toutes les variétés qu'on a étudiées depuis 2020 parce que ça ferait trop, ça n'a pas d'intérêt à proprement parler. Juste pour vous expliquer qu'on travaille sur des variétés, on a fait le choix surtout des choix variétaux, on travaille sur des variétés de différentes couleurs, de différents types, mais surtout sur un choix variétal de petit calibre pour avoir une certaine précocité. Les petits calibres vont arriver plus tôt en récolte et donc si on décale déjà, si on a des retards de récolte par rapport au sud de la France, en Bretagne, les petits calibres devraient arriver à peu près en même temps au moment où on est intéressé par manger de la pastèque, c'est-à-dire au mois de juillet ou au mois d'août. Et puis surtout, comme on travaille en agriculture biologique, une fois qu'on a fait ce choix-là, on travaille avec l'offre variétale qui est disponible en bio. Donc là, on a travaillé avec les semenciers qui nous ont proposé un certain nombre de variétés.
En 2020 et 2022, on a fait des premiers essais, 2020, 2021, 2022, on a fait des premiers essais, notamment sur donc, les variétés et la question du greffage à proprement parler. Donc 2020, on a commencé nos essais en plantant des plants francs, non greffés. On a une perte de plants très importante. Alors, pardon, il y a une coquille sur le diaporama, elle n'est pas de l'ordre de 90%, mais elle est plutôt de l'ordre de 60% de perte de plants, qui sont certainement liées à des fortes pluies qu'on a connues au mois de juin. Et on a vu derrière un flétrissement et un dépérissement des plants avec notamment un dépérissement des racines qui sont certainement dues à des champignons telluriques de type fusariose ou verticilliose, qui sont en réalité un problème fréquemment rencontré sur les parcelles maraîchères du secteur et pour lesquelles aujourd'hui le conseil est de greffer systématiquement les plants de cucurbitacées comme ceux de melon et de concombre. En 2021, et ben en fait, on a cherché à faire des plants greffés, pardon. Peu de producteurs de plants en bio étaient en capacité de nous le faire, donc on a replanté des plants francs. C'est là où on a une perte de plants particulièrement importante, de l'ordre de 90%. On a broyé carrément la culture puisqu'on n'avait plus de pastèques à étudier. Et en 2022, on a travaillé en plants greffés. Et là, effectivement, on a une perte de plants largement réduite, aux alentours de 10%, plus en raison du vent qu'on a connu juste après la plantation que de flétrissement ou de dépérissement par un champignon. Donc, on a un intérêt très fort pour le greffage dans nos régions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a peu de producteurs de plants qui proposent de greffer des plants de pastèques. L'offre est en train de se développer, en partie parce qu'on a été à l'origine des demandes en Bretagne. Mais on a des plants qui encore coûtent plus cher que des plants non greffés. Il faut compter 1 à 3 € de plus par plant pour ce type de plan-là. Et puis surtout, il ne faut pas négliger le temps de gestion des repousses du porte-greffe. Donc, c'est 2 à 3 passages dans l'année, au cours de la saison, pour enlever les repousses. Ce qui est assez chronophage quand même. Une fois qu'on a établi l'intérêt du greffage, en 2023, on a travaillé plutôt sur la densité de plantation. Donc là, je vous présente des petits résultats assez succinctement sur la variété Ori Ninja. Donc, on a travaillé 2 densités différentes, une densité témoin à 0,79 plants par mètre carré, donc un espacement de 70 cm entre plants sur le rang, et puis une densité augmentée à 50 cm entre plants sur le rang. On travaille toujours, pardon, je ne vous ai pas dit depuis le début, on travaille sur paillage avec des apports de compost en première fertilisation. Et puis, on a observé les rendements. Donc là, ce sont les rendements exprimés en kilos par unité de surface, par mètre carré. Et ce qu'on voit, c'est que entre nos 2 modalités de densité, on n'a pas spécialement de différence. On a une tendance à avoir un peu plus de rendement quand on augmente la densité, oui, mais rien qui soit significatif. Donc, on s'est dit peut-être qu'en termes de nombre de fruits, alors, on a peut-être plus de fruits ou moins de fruits quand on plante serré. Donc là, ce qu'on observe, c'est que le nombre de fruits par plant a plutôt tendance à être augmenté quand on a une densité plus faible, plus d'espace, plus de fruits, sans pour autant que là encore, ça soit significatif. Donc notre dernière hypothèse, c'était de se dire, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence de rendement, il y a une très légère différence dans le nombre de fruits. Est-ce qu'il y a une différence dans le calibre des fruits, dans le poids de chaque fruit? Là encore, pas de différence significative à proprement parler sur le calibre des fruits en 2023. On se dit que ça serait intéressant. Donc, augmenter la densité, c'est aussi augmenter le coût d'implantation, puisque plus de plants au mètre carré, surtout si on travaille en plan greffé, pour un chiffre d'affaires qui soit équivalent. Et puis, de fait, augmenter la densité de plantation, c'est aussi augmenter le temps de plantation. Alors, il y a peu d'impact économique, c'est peanuts, mais à l'échelle d'une saison, quand on est en période de plantation, est-ce qu'on peut se permettre d'augmenter la densité? A contrario, donc en 2023, on n'a pas de différence statistique entre nos 2 modalités, mais on voit une légère tendance et on se dit que ça serait intéressant de revenir à nouveau, de refaire cet essai. On n'a pas pu le mettre en place en 2024, mais de le refaire en 2025
pour essayer de valider ou d'infirmer les résultats qu'on a observés. Pour la dernière partie sur la pastèque, simplement, on est sur une culture en plein champ qui va être fortement liée aussi à l'année climatique. Donc, je vous ai mis ici les résultats de la variété Ori Ninja qu'on a observé depuis 2020 et vous montrer un petit peu le rendement de cette variété, donc cette fois en kilogrammes par plant et plus par unité de surface. Mais voilà, de voir comment on a, quelle variabilité on peut voir au cours des années. En 2020, je vous ai dit, on plante en plan franc, on a une forte perte de plants, donc peu de rendement, des rendements très faibles aux alentours de 1,2 kg par plant. En 2022, on travaille en plan greffé, on a des vents violents après plantation qui nous ont fait perdre à peu près 10% de nos plants, mais on a une saison chaude et ensoleillée qui a priori est plutôt favorable à la pastèque et on a des rendements aux alentours de 5 kg par plant. On est très satisfait cette année-là, jusqu'à ce que 2023 arrive et là on voit que nos rendements ils ont explosé. Année particulièrement très bonne pour la pastèque. On travaille en plan greffé, on a posé un voile de forçage juste après plantation pour protéger nos plants du vent. Mais surtout, alors malgré l'année climatique qui a été assez humide et froide en 2023, en fait, on a eu un mois de juin qui a été chaud et ensoleillé et qui, lui, a permis une nouaison de nos pastèques précoces et qui a assuré les rendements derrière, malgré l'été pluvieux. Donc, on est sur des rendements assez exceptionnels, aux alentours de 12 kg par plant. Pour la variété Ori Ninja, on est très, très content. Derrière, on a quand même des problèmes de vente parce qu'un été pluvieux, on suppose qu'on n'a pas des gens, on suppose que la clientèle n'a pas suivi sur l'achat, la volonté d'achat de ce type de fruit qui est consommé principalement quand il fait chaud. Et donc 2024, on travaille en plan greffé, on a notre voile de forçage. Par contre, on a une année climatique assez compliquée à gérer. Printemps-été froid, pluviométrie excédentaire. On a une baisse de rendement, mais qui finalement est une baisse de rendement au même niveau que 2022, qui était une année climatique plutôt favorable à la pastèque, ce qu'on aurait pu imaginer. Et donc, on dit que 2022 n'était pas si mauvais au regard de 2023 et peut-être nos rendements moyens sont plutôt aux alentours de 5 kg par plant, plutôt qu'à 12 kg qui serait une année exceptionnelle. Mais on voit surtout qu'on a une très forte variabilité entre les années. Et ça, on n'est pas encore capable de tout expliquer. On a besoin d'aller encore un peu plus loin, d'aller observer sur des années climatiques qui seraient encore différentes et donc de continuer nos essais. Pour conclure sur la pastèque, c'est un produit d'appel qui est extrêmement intéressant parce que il est en plein développement sur les marchés bretons. On le voit la pastèque apparaître un peu partout. Et puis, c'est vraiment, comme je disais, un produit d'appel qui attire la clientèle parce que c'est un produit qui fait plaisir en été, à condition que l'été soit beau. Et donc, nous, nos perspectives de travail là-dessus, c'est donc on continue et on veut poursuivre l'évaluation variétale, voir apparaître les différentes variétés sur le marché. En bio notamment, pour l'instant, on avait travaillé quasiment que avec des variétés F1. On va travailler là avec des variétés de population, des variétés issues de la sélection paysanne. On élargit la gamme de variétés pour voir un peu ce qui est proposé, ce qui va s'adapter à notre climat. On intègre un suivi en 2025 de conservation dans nos essais parce que, comme je vous dis, si on a une récolte une semaine où il va pleuvoir et que la pastèque peut se consommer, peut être achetée et peut consommer parce qu'il fait pas beau, et ben on se dit que c'est quand même un intérêt de la conserver quelques jours à quelques semaines au frigo. Donc on va voir si on a des variétés qui sont plus aptes à être conservées que d'autres. Ce qui pourrait être derrière une stratégie de vente aussi, de dire voilà, je multiplie mes variétés, j'en garde quelques-unes au frigo, c'est pas celles que je vais vendre en priorité. Et puis, toujours pareil, sécuriser cet itinéraire technique qu'on commence à avoir bien précisé par rapport à la variabilité climatique interannuelle. Donc là, on a besoin d'aller travailler encore et encore pour voir si l'itinéraire technique qu'on a mis au point tient la route tous les ans, ou quasiment tous les ans.
Voilà pour la partie maraîchage. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a Wilfried qui demande si le rendement en arachide en plein champ a été calculé en 2024. Alors non, on l'a pas calculé parce que on a un rendement qui est largement inférieur. Sans l'avoir calculé, on sait qu'il est inférieur à 2022 et 2023 et surtout qui n'est pas mûr. Donc il fallait trier toutes les gousses. Et là, on est rentré dans l'autre perspective, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'un maraîcher arriverait et aurait le temps de trier les gousses? Probablement que non. Donc on n'a pas été jusqu'au rendement. Ok. Deuxième question, est-ce que les essais en arachide ont pu mieux caractériser les conditions climatiques favorables? Sa culture serait-elle favorisée par les évolutions climatiques? Eh bien, alors sur la première partie de la question, la culture d'arachide, on l'a mis en place depuis 3 ans, donc c'est un petit peu compliqué en 3 années, de vraiment caractériser les évolutions climatiques. Par contre, on essaie de caractériser chaque année à chaque fois, et l'idée c'est que à terme, peut-être quand on aura 5 années de culture d'arachide, on va pouvoir un peu affiner l'analyse de chaque année au regard de l'année climatique. Pour l'instant, c'est encore tôt. Et la deuxième partie de la question, est-ce que avec les évolutions Ouais, climatiques, on, la culture est favorisée. Et il y avait une eh sous-question, quel ben, besoin en eau l'été? alors c'est une culture qui a pas tant, alors il y a un besoin en eau, mais pas tant que ça. Et finalement, en fait, oui, on peut se dire que oui, si on a une augmentation de la température avec des étés qui vont être plus extrêmes chaque année, oui, ça pourrait être une culture qui pourrait être favorisée. Maintenant, euh, faut le voir, quoi. C'est d'où l'intérêt de cet essai-là. Nous, on a imaginé que oui. Est-ce que dans la réalité, la réponse est oui? Et c'est tout l'intérêt de ces essais. Ok, merci. Il y a Judith qui demande si on s'est rapproché des producteurs d'arachides des Landes notamment pour les questions d'implantation. Alors, on les a eus au téléphone, euh, mais en fait, ils sont pas du tout sur les mêmes surfaces que nous. Et donc, ils n'ont pas du tout le même processus de plantation. Là, on parle d'hectares d'arachides dans les Landes, avec une mécanisation beaucoup plus importante. Et on s'est aperçu que ben, c'était compliqué d'aller comparer nos deux itinéraires techniques. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent, soit dans le chat, soit à l'oral directement? Non? Ok. Bon, ben, merci Louise. Merci. Puis de toute façon, s'il y en a d'autres qui apparaissent, je crois qu'il y aura un peu de rate de temps Voilà. en fin de webinaire. Tout à fait. Donc du coup, Merci. on va laisser la parole à Caroline Coquoil. Bonjour, donc Caroline Coquoil, moi je suis basée à l'antenne d'Hennebont, à côté de Lorient, et je m'occupe plus particulièrement de la recherche appliquée et du développement en grande culture sur les légumineuses et protéagineux, donc alimentation animale ou alimentation humaine. Donc en parallèle des essais qui ont pu être menés sur la station d'Auray, nous on a mené des essais sur les cultures de soja et de pois chiches, là encore pour répondre à une éventuelle évolution du climat. Euh, ces deux cultures-là vont nous permettre de diversifier l'assolement. Donc on a deux objectifs principaux qui vont être la production de protéines à destination animale ou humaine, le soja pouvant faire les deux. Et puis également une diversification de la rotation en apportant des légumineuses, ce qui va nous permettre des diminutions d'engrais azotés dans la rotation, et puis de casser un petit peu le cycle maladie et ravageur de la rotation majoritaire en Bretagne, qui reste quand même sur les céréales, le maïs et le colza. Ces cultures-là sont une nouvelle opportunité aussi, euh, mais par contre, on a besoin, un petit peu comme ce qu'on a pu voir sur l'arachide ou la pastèque, de consolider les itinéraires techniques, de voir également s'il y a une faisabilité technique, mais également économique,
et puis de voir comment ces cultures-là pourraient s'adapter au changement climatique, notamment à la hausse des températures en Bretagne. Donc on va commencer avec la culture de soja. Pour vous resituer un petit peu la culture de soja en France, oui, si tu peux passer la suite, s'il te plaît, pour afficher le... Voilà. Donc en France, on a une production de 380 000 tonnes, sachant qu'on consomme 10 fois cette quantité, en grosse majorité pour l'élevage. Euh, donc vous voyez les surfaces, il y a un petit peu de surface quand même en Bretagne. Donc là, c'est des chiffres de 2023. Mais le gros de la production reste quand même plutôt dans le sud-ouest et puis dans l'est de la France. Sur cette production-là, on a une partie en bio. Donc il y a 158 000 hectares qui étaient cultivés en 2023 en conventionnel. 2022, ce sont 58 000 hectares. Donc il y a quand même une part importante de la production qui se fait en bio. Pour ce qui est de la Bretagne, pour l'instant, il n'y a pas de filière en place. Il y a une grosse part des importations qui arrivent via la Bretagne par les ports. En 2020, on avait 250 hectares cultivés, qui étaient pour pour la totalité en fait auto-consommés. Donc c'est plutôt des producteurs qui sont éleveurs et qui vont donner ça directement à leurs animaux sans que ça passe par une usine de trituration. En Bretagne, on utilise uniquement des variétés triple zéro. Donc le soja, il va être classifié en différents types de variétés. Des simples zéro ou double zéro, par exemple, vont être beaucoup plus précoces que des triple zéro. Il existe beaucoup moins précoces, pardon. Il existe également des variétés quadruple zéro qui sont très peu utilisées, qu'on a testé au tout départ dans nos essais, qu'on n'utilise plus maintenant. Parce qu'on voit qu'on a un potentiel de rendement qui est quand même nettement impacté. Le cycle est effectivement plus court, mais un rendement qui est plus faible, et puis un taux de protéines qui est plus faible également. Donc pour cette culture-là, c'est une culture qui ne nécessite pas de fertilisation azotée. Par contre, elle demande à être inoculée, comme on peut avoir pour la luzerne ou pour le lupin. Donc c'est une inoculation qui se fait directement au semis. Et puis, on part sur l'idée que normalement, la production ne nécessite pas d'irrigation en Bretagne, ce qui serait quand même un plus par rapport aux régions notamment du sud, pour lesquelles l'irrigation a été empêchée réglementairement à certaines années, et où là, la culture est directement impactée quand elle manque d'eau. Donc pour ce qui est de la faisabilité de la culture, donc là il y a une étude, ouais, merci. Il y a une étude qui a été menée par Terrinovia dans le cadre de l'association Lego, pour voir a priori si on regarde les sommes de température, si la culture de soja est faisable ou non sur la région. Donc là vous avez les schémas pour 2 dates de semis. La première, là, c'est une date de semis au 20 avril, qui correspond plutôt aux semis qui vont se faire en culture conventionnelle. Et pour cette date de semis du 20 avril, vous avez les périodes de récolte moyenne, si on regarde la somme moyenne de température nécessaire pour la totalité de la culture. Donc on voit que pour le Morbihan, on arrive sur des dates de récolte fin septembre. Donc on est encore sur des périodes où normalement il n'y a pas de pluviométrie trop importante et où on peut espérer récolter du grain qui arrive à maturité, sachant que dans tous les cas, on est obligé de sécher le soja en Bretagne, on n'arrive jamais à le récolter complètement sec. Du soja sec aux normes, c'est à 14% d'humidité. Par contre, on voit que si on remonte sur les Côtes d'Armor ou le Nord Finistère, là, on arrive sur des récoltes qui se font plutôt courant du mois d'octobre, avec des probabilités de pluie qui sont beaucoup plus importantes. Et maintenant, ensuite, si on regarde sur des dates de semis du 10 mai, qui sont plutôt les dates de semis qu'on peut se permettre de faire en soja bio, ce qui sera le cas des essais que je vais présenter juste après, là, on voit qu'on arrive sur des périodes de récolte plus tardives. C'est plutôt octobre, voire même novembre pour les régions les plus tardives, là, en Bretagne. Mis à part dans le sud-est Ille-et-Vilaine, où là on arrive à des sommes de température souvent plus importantes et donc des récoltes courant du mois de septembre. Donc on prend un risque quand même en semant plus tard cette culture-là.
En bio, on va avoir des difficultés à la semer beaucoup plus tôt parce qu'on a besoin que ça démarre rapidement pour pouvoir aussi faire concurrence rapidement aux adventices. Donc pour ce qui est des essais, donc là je vais vous présenter moi en détail uniquement les résultats de 2023 et en fin de partie sur le soja, je vous présenterai les résultats de rendement pour toutes les années d'essais qu'on a pu mener sur la culture. Dans le cadre de Climavège, c'était 2023 et 2024, mais ça fait plus longtemps qu'on mène des essais sur cette culture. Donc, on a regardé 3 choses sur cette culture-là. Une comparaison variétale, donc 2023, 12 variétés et 2024, 16 variétés. À chaque fois, notre témoin, c'est la variété Aurélina. Donc là-dessus, on analyse le rendement, la précocité et puis le comportement des variétés. On a également testé les densités de semis. Donc le témoin est à 75 grains par mètre carré et on teste également 2 densités différentes, une plus faible à 60 grains par mètre carré et une plus importante à 90 grains par mètre carré. Et là, on regarde l'effet sur la couverture de sol, le rendement, et je ne l'ai pas précisé, mais également sur la hauteur d'insertion de la première gousse. Là, l'intérêt, la couverture de sol, ça va être évidemment la concurrence aux adventices. Et puis la hauteur d'insertion de la première gousse, en fait, le soja, certaines années, on va avoir les premières gousses qui s'insèrent assez bas sur la tige, ce qui fait que quand on arrive à les récolter à la moissonneuse, on peut pas aller aussi bas et on laisse sur le champ le premier étage de gousse. Sauf que dans le premier étage de gousse, on peut avoir jusqu'à 20% du rendement. Donc perdre cet étage-là, c'est une perte de rendement conséquente. Et on teste également les densités parce que depuis le début des essais, on voit qu'il y a des difficultés de germination sur le soja. Euh, et donc, on a tendance à augmenter un petit peu les densités semées par rapport au nombre de plants qu'on souhaite avoir réellement dans la parcelle par la suite. Et enfin, on a testé des associations de culture, donc 2 associations en 2023 qui étaient la cameline et le sarrasin, et en 2024 uniquement le sarrasin. Là, l'idée, c'est de voir l'effet sur la couverture de sol, mais vraiment sur le rang, puisque dans l'interrang, on va gérer par binage, mais par contre, sur le rang, on a plus de difficultés à gérer le salissement. Et puis, l'effet sur le rendement et également sur la hauteur d'insertion de la première gousse. Pour ces essais sur 2023 et 2024, on a également suivi la réserve utile en eau avec des sondes capacitives, sondes Santec. Et puis, on a mis ça en relation avec les stades clés de la culture. Je peux passer, Louise? Merci. Donc voilà, je vous montre rapidement le plan pour 2023. Donc, diapo d'avant. Et les modalités qui ont été testées. Donc à chaque fois, donc notre témoin Aurélina, donc c'est le Aurélina D2. Et puis les autres variétés qui sont toutes semées à 75 grains par mètre carré, Aurélina à 60 et 90 grains par mètre carré. Et puis en bas de tableau, vous avez les associations. Donc là, la densité indiquée, c'est celle du sarrasin et de la cameline. On est sur des essais en micro-parcelles, donc on a des parcelles à peu près de 30 mètres carrés chacune, répétées 4 fois, donc en 4 blocs. Je vais passer. Donc au niveau de l'itinéraire technique en 2023, on était sur un précédent maïs, donc un précédent plutôt favorable pour la culture de soja, sauf si le maïs a été fortement enherbé puisqu'on va se retrouver sur 2 cultures de printemps, donc possiblement la même flore adventice. Un labour qui a pu être fait très tôt, au 23 janvier. Il a été fait aussi tôt parce que sur le reste de la parcelle, on avait de la févrole de printemps qu'on a souhaité semer également très tôt pour voir l'effet sur le rendement. Travail du sol, donc exploitative le 28 mars. Et ensuite, un faux semis à la RC-Tri le 3 avril. Le semis a eu lieu le 17 mai. On a fait ensuite un passage de RC-Tri à l'aveugle, donc avant la levée du soja, le 23 mai. Et puis un deuxième passage de RC-Tri le 1er juin. 2 binages ensuite, donc on est sur des micro-parcelles, donc on a une bineuse qui peut être guidée, ce qui permet une grande précision, qui ont lieu le 14 juin, le 23 juin, et une récolte qui a été très précoce cette année-là, puisqu'elle a eu lieu le 25 septembre.
Donc voilà pour la gestion de l'enherbement. On est sur une conduite bio, donc pas de protection phytosanitaire sur la culture. Donc voilà une petite illustration du semis et puis de la levée. À noter qu'on n'a pas eu de dégâts d'oiseaux sur la culture, mais c'est une culture qui régulièrement est quand même fortement attaquée, en particulier par plutôt ce qui est corneille chouca. C'est pas forcément des dégâts de pigeons sur cette culture-là. Là, sur les essais, on a protégé très fortement l'essai avec donc des filets autour pour gérer les rongeurs, les chevreuils, et des effaroucheurs sonores, visuels contre les oiseaux, qui étaient présents en densité importante. C'est quelque chose qui n'est pas forcément reproductible chez les producteurs. Donc c'est à garder en tête aussi pour la diffusion derrière et l'élargissement de la culture chez les producteurs. Donc pour ce qui est des levées donc de la culture, c'est une année où les levées ont plutôt été très bonnes. Il y a deux variétés, Cantate et puis RGT Sigma, qui ont moins bien levé cette année-là. Ça se ressent, vous verrez, hein, ça se ressent derrière sur la couverture de sol, sur les rendements. Pas de difficulté de levée non plus en fonction des différentes densités de soja. Et puis des levées avec les associations qui étaient plutôt bonnes. Par contre, au niveau des associations, donc là, vous avez les biomasses qui ont été faites par la suite. Le sarrasin avait levé correctement, par contre, la cameline a très très mal levé, ce qui explique aussi qu'on ait abandonné cette association-là par la suite. Le soja, en fait, va être semé entre 4 et 5 cm de profondeur là pour des essais en bio. La cameline, à cette profondeur-là, elle n'arrive pas à lever. Donc certaines années, on avait testé en sursemant la cameline à la main sur le rang de soja. Mais c'est une technique qui est pas reproductible chez les producteurs, c'est trop compliqué. Donc on a laissé tomber cette association-là. Pour ce qui est des biomasses adventices, donc là on voit que pour RGT Sigma, les biomasses adventices sont relativement importantes parce qu'on est quasiment à 1,4 tonnes de matière sèche par hectare. Ça s'explique par le problème de levée, hein, de la variété. Par contre, pour le reste, on a eu un essai qui était vraiment très propre, très faiblement enherbé. Donc un léger effet visuellement de l'association, par exemple avec le sarrasin sur les adventices, mais on était sur déjà quelque chose de très propre en fait au départ. Sur la photo, vous avez une vue du ciel du coup de l'essai, qui vous montre bien la disposition là des micro-parcelles. Donc il y a du soja et puis il y a d'autres essais de légumineuses qui sont accolés. Pour ce qui est des rendements, donc là, on a plutôt des bons rendements sur cette année 2023. Parce que vous voyez que les meilleures variétés vont au-delà de 30 quintaux par hectare. Donc là, on est sur un rendement à 14% d'humidité. On a très peu de différence entre les variétés finalement, pas de différence significative. Un peu moins de rendement de la variété RGT Sigma qui avait moins bien levé, mais qui s'est rattrapé. On fait également des comptages de gousses et les PMG, donc poids de 1000 grains sur les résultats, sur la récolte. Et en fait, on voit que la variété RGT Sigma s'est rattrapée en fait en buissonnant un petit peu plus, même si elle était moins dense au départ. Par contre, on voit une concurrence assez forte du sarrasin sur les rendements, accentuée avec la densité de sarrasin plus importante, qui est là Aurelina S2. Donc une concurrence sur une année où on a peu de concurrence adventice. En fait, le sarrasin n'a pas forcément d'intérêt là en association sur la culture. Et pour ce qui est des densités, on voit pas de différence non plus entre les différentes densités de semis de la variété Aurelina. Si on regarde maintenant par rapport à l'eau en fait dans le sol, donc là c'est le résultat de la sonde Santec, donc la sonde capacitive. Donc en fait ce que vous avez quand on est sur la zone bleue, on est au-delà de la capacité au champ, donc on peut passer éventuellement au-dessus de la zone bleue juste après une pluie, le temps que ça ressuie un petit peu dans le sol. Ensuite la zone verte,
C'est la zone calculée pour laquelle la culture peut capter l'eau dans le sol sans difficulté particulière. Et ensuite, plus on descend dans le rouge, plus on a une culture qui va avoir des difficultés à capter l'eau. Il y a encore un peu d'eau dans le sol, mais la culture va pas pouvoir utiliser facilement cette eau-là. Donc, si on regarde par rapport aux différentes phase en fait de la culture. Donc au semis début mai, on était à la capacité au champ. On a semé juste après des pluies quand on a pu en fait. Ensuite, on voit que la culture commence à capter l'eau dès le départ, avec là le stade de feuilles qui est indiqué au 1er juin. Quand vous avez des pics en fait qui remontent, c'est qu'il y a eu des pluies. Donc là, on voit une culture qui va consommer régulièrement l'eau. Et quand on arrive au stade floraison, on a des phases où la culture a pu manquer un petit peu d'eau. Donc ça a pu avoir un impact sur la floraison. Euh, En dehors de ça, on n'a pas vu de perte en fait de couleur de fleurs au moment de cette floraison. On a beaucoup plus d'impact du froid à la floraison finalement que du manque d'eau, du froid ou d'un excès d'humidité. Ensuite, pendant la phase de remplissage des gousses, là, on a eu des pluies régulières qui ont permis d'apporter suffisamment d'eau à la culture pour que les gousses puissent se remplir facilement. Et à partir du début de maturation du grain, là, on a une culture qui a commencé à manquer d'eau, ce qui favorise aussi l'arrêt de la floraison. J'en ai pas parlé, mais c'est une floraison qui est indéterminée sur le soja. Ça veut dire que tant qu'il y a de l'eau et des températures suffisantes, la floraison va continuer. Ce qui est compliqué parce que derrière, effectivement, on peut maximiser un petit peu le potentiel de rendement, mais finalement, les dernières fleurs, les dernières gousses, on va pas pouvoir les récolter parce qu'on arrive trop tard en saison et ça n'a pas le temps de se remplir correctement. Ensuite, on a eu un retour des pluies fin septembre et une récolte dès qu'on a pu, dès que ça a été suffisamment sec. Donc, si on regarde par rapport à la météo, c'est quand même une année qui a été très favorable pour la culture. Si on regarde par rapport à 2023, donc là sur les graphiques, vous avez à nouveau les phases de la culture qui sont représentées. Sur les deux graphiques, donc en jaune, vous avez la courbe des températures. L'axe est indiqué à droite pour la température. Et en bleu, vous avez la pluviométrie, donc l'axe est représenté à gauche. Donc là, on voit que pour 2023, c'était plutôt favorable, avec des températures qui étaient relativement élevées. Pendant la phase de floraison, on a régulièrement eu des températures au-delà de 15 degrés. On avait un taux de levée qui était plutôt bon, en moyenne de 84%, des très bonnes conditions pour le désherbage et du coup une concurrence très faible des adventices. L'eau a pu être un petit peu limitante au niveau floraison, mais pas forcément pendant le remplissage des gousses. Il n'y a eu aucune maladie d'observer. Et puis on a récolté très tôt, donc ce qui explique qu'on a des très bons rendements sur l'année 2023. 2024, ben, pas du tout la même. Là, on a eu des températures en moyenne qui étaient beaucoup plus faibles, un taux de levée déjà qui était moins bon qu'en 2023. Pas forcément d'attaque d'oiseaux, mais plutôt des pertes dues au froid et à l'humidité dans le sol. On a eu des bonnes conditions de désherbage également en 2024, une culture qui est également restée assez propre. Donc à nouveau, une concurrence du sarrasin sur la culture qui était assez importante et qui n'a pas apporté de bénéfices sur les adventices. Je l'ai pas précisé non plus, mais les résultats détaillés de 2023 et de 2024 seront disponibles via le site de VGPolice avec des notations complémentaires à celles que je vous ai présentées là. Pour continuer sur 2023, là par contre on n'a jamais manqué d'eau. Il y a même eu beaucoup trop d'eau et notamment de la pluie pendant la floraison. Et un développement de sclérotinia qui a été très important et qui a impacté fortement le rendement. On a un rendement qui est moitié moins intéressant, en fait, quasiment que 2023. Une récolte très tardive qui a eu lieu le 15 novembre, avec des conditions de brouillard, de pluie. Enfin, on a vraiment été à la moissonneuse dès que c'était possible d'aller battre le grain, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Sur la diapo d'après, vous avez justement les rendements des différentes années qui sont présentés.
Donc là, c'est les essais qui ont été menés de 2019 à 2024 sur la station. Uniquement les rendements, enfin les essais qui ont été menés en bio. En parallèle, on mène aussi des essais en conventionnel sur cette culture. Donc 2017, on avait des premiers essais où on a eu des très faibles densités de levée et des concurrences importantes des associations qui ont été testées, donc des rendements plutôt faibles autour de 5 quintaux. 2018, on n'a pas conservé l'essai, il y a eu une attaque de limaces très importante dès le début, donc l'essai a été retourné. Ensuite, en 2019, donc là, il y a eu des très bonnes conditions pour l'élaboration du rendement, des pluies régulières, mais des températures également importantes. Là, on avait testé du désherbage manuel qui nous a permis d'avoir 44 quintaux par hectare, et en désherbage mécanique, on était plutôt à 33 quintaux hectare. Donc avec des rendements assez variables, parce que là aussi on a testé différentes associations qui ont pu avoir une concurrence assez forte sur le soja. 2020-2021, des rendements moyens autour de 18-20 quintaux par hectare, assez homogène pour le coup cette année-là. 2022, on n'a pas de récolte. En fait, là, on l'a pas compté dans les moyennes des essais parce qu'on n'a pas pu récolter pour un problème de disponibilité machine. L'essai aurait été récoltable et là, c'est la moissonneuse qui n'était pas disponible. 2023, donc vous voyez plutôt des bonnes conditions. Là, j'en ai parlé bien en détail. Et puis 2022, où on est en dessous de 10 quintaux hectares avec une attaque de sclérotinia très importante et une récolte très tardive. Donc en moyenne sur les différentes années en dehors de 2022 où on considère que c'est pas un problème de rendement, enfin de l'essai, mais vraiment c'est la disponibilité machine, on est à 19 quintaux hectares, ce qui est un rendement correct. Dans le sud de la France, en bio, on va plutôt faire autour de 25 quintaux hectares avec de l'irrigation. Par contre, on a des humidités à la récolte qui sont parfois très importantes. On a pu monter jusqu'à 35% d'humidité, donc des coûts de séchage qui sont importants aussi derrière pour la culture. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la culture du soja. Ensuite, donc, je vais vous présenter les résultats. Ah oui, pardon, en bilan, ouais, les résultats du pois chiche. Merci Louise. Donc le pois chiche. Le pois chiche, c'est une culture qu'on n'a pas du tout pour l'instant en Bretagne, enfin, ou de façon vraiment anecdotique. C'est une culture qui se fait plutôt dans le sud-ouest de la France. On a pas mal d'importations de pois chiches aussi. Donc 24 000 hectares de surface en 2023 en conventionnel. Et puis en 2022, en bio, on a 7 500 hectares cultivés. Donc vous voyez que c'est une culture qui est aussi pas mal produite en bio. Notamment dans les régions où il n'y a pas forcément de collecte de pois chiches, parce que en bio, on va retrouver beaucoup de ventes directes en fait de la part des producteurs. Pour ce qui est de la production en Bretagne, il n'y a pas de filière en place, donc pas de collecte. Il y avait 26 hectares en 2020, donc vous voyez que c'est une culture vraiment complètement anecdotique. Le choix variétal, quand on a démarré les premiers essais sur le pois chiche, c'était en 2017. Ça se limitait à une voire deux variétés. Là, le choix variétal est en augmentation, et notamment parce qu'on commence à avoir une production plus importante sur le nord de la France, en Normandie en particulier, et où on a besoin de variétés un petit peu plus précoces. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que jusque-là, le pois chiche se comportait pas comme une légumineuse sur la moitié nord de la France, parce qu'il n'y avait pas d'inoculum commercialisé. Et l'inoculation est indispensable, comme pour la culture de soja, pour la formation des nodosités et pour qu'ils puissent capter l'azote atmosphérique. Depuis cette année, il y a un inoculum qui est commercialisé en France. Donc là, ça apporte des belles perspectives en fait pour la production sur la moitié nord de la France. Et c'est une culture qui peut être irriguée dans la moitié sud, même si c'est pas toujours, enfin pas régulièrement le cas, et qui ne nécessite pas d'irrigation en Bretagne.
Une culture qui va plutôt valoriser les terres assez pauvres, avec des réserves en eau assez faibles. Pour ce qui est de la faisabilité, donc là, vous avez deux cartes qui sont présentées. La première, pour une période de semis, enfin pour une date de semis au 10 mars, qui vous donne la période de récolte, comme les schémas que je vous ai présentés tout à l'heure pour le soja. Donc là, on a des récoltes pour ce qui est du Morbihan, Nord et Vilaine, Sud Finistère, qui serait plutôt première quinzaine du mois de septembre, si on regarde en cumul de température, donc pour une année moyenne. Par contre, pour ce qui est Côte d'Armor, Nord Finistère, on arrive plutôt sur fin septembre, début octobre. Et là, on a des risques de pourriture de graines sur le pois chiche qui sont importantes. Et puis des récoltes plutôt fin août pour le sud-est Ille-et-Vilaine. Donc une culture, a priori, sur le papier, qui serait faisable au moins sur toute une moitié sud-est de la Bretagne. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est si on regarde l'autre schéma, où vous avez le nombre de jours où la température moyenne va être en dessous de 15 degrés sur la période de floraison, donc qui est de début mai à fin juin. Pourquoi 15 degrés? Parce qu'en fait, en dessous de cette température-là, les fleurs du pois chiche vont avorter et donc on n'aura pas de gousse. On est comme pour le soja sur une culture avec une floraison indéterminée. Donc une floraison qui va continuer tant qu'il n'y a pas un gros coup de chaud, un gros coup de sec qui arrête la floraison. Et on n'a que deux gousses, on n'a que deux graines par gousse en fait. Donc il y a un nombre d'étages qui est important, mais à chaque fois qu'on perd un étage de fleurs, ben, on perd quand même du grain. Et on voit que sur une grosse partie de la Bretagne, on peut avoir jusqu'à 30-35 jours de température inférieure à 15 degrés, où on peut perdre en fait des fleurs et donc du potentiel de rendement. Donc ensuite, Louis, si tu peux passer, merci. Donc pour ce qui est des essais qu'on a menés sur la station expérimentale, donc là aussi, je vais vous présenter en détail les essais de 2023. Et puis on verra par la suite les rendements qu'on a pu obtenir en 2024, et puis on fera un petit focus sur cette année un petit peu plus difficile au niveau climatique pour le pois chiche. Donc comme pour le soja, on est sur un essai en micro-parcelles avec 4 répétitions. On a testé là différentes variétés et différentes associations. Donc les variétés, pour voir en fait quelles variétés vont être les plus adaptées dans nos conditions climatiques. Et puis l'association, là l'idée c'est vraiment d'avoir une couverture de sol en début de cycle. Le pois chiche va être une culture qui se développe très lentement au départ parce qu'on est sur des conditions encore très fraîches chez nous au printemps. Par rapport à ses besoins en température. Et donc là, l'idée, c'est de faire une concurrence aux adventices en ayant le moins de concurrence possible sur le pois chiche. Pour comparer ça, on a un témoin en désherbage manuel qui nous permet de voir l'effet concurrence adventice ou non sur la culture. Donc la densité pivot de semis du pois chiche, elle est à 80 grains par mètre carré. On vise un minimum de 50 plants en culture après désherbage mécanique et après éventuelle perte à la levée, attaque d'oiseaux, etc. Et puis là, vous avez les densités ensuite des associations, donc le sarrasin à 30 grains par mètre carré, la cameline à 150 grains par mètre carré, donc ça représente un petit peu plus de 2 kg/hectare, le lin à 70, et puis du seigle à 50 grains par mètre carré. Pour ce qui est donc de l'itinéraire technique, donc on était sur la même parcelle que le soja tout à l'heure, donc un précédent maïs et un labour qui a été fait assez tôt dans la saison, donc au 23 janvier. Passage de herse rotative le 28 mars et un semis dans la foulée au 29 mars. Les dates de semis optimales pour le pois chiche, chez nous, pour pouvoir le récolter dans de bonnes conditions, on va se retrouver entre la mi-mars et au plus tard la mi-avril. Passé la mi-avril, en fait, on a des dates de récolte qui sont vraiment tardives et on a un risque de pluie important qui peut empêcher la récolte. Il y a eu 2 passages de RC-tri pour le désherbage, donc un à l'aveugle avant la levée début avril et puis un au 20 avril. Une récolte qui a été dans la moyenne de nos différentes années de récolte, qui a été faite au 10 août cette année-là.
c'est une culture qu'on ne bine pas, on la sème en plein au semoir à céréales. Elle peut également être binée. Dans ce cas-là, l'idéal, c'est de pouvoir la semer à des écartements de 30-35 cm et de biner à ces écartements-là. Sauf que c'est des équipements qu'on a peu en Bretagne. On peut également la semer à des écartements de 50. Donc là, ça peut vraiment avoir un intérêt pour des producteurs qui font des haricots et qui ont ce type d'équipement pour le désherbage de la culture. Pour ce qui est des résultats, donc au niveau de la levée, on a des levées moyennes autour de 50% de ce qu'on a semé, donc ça nous fait à peine 40 pieds par mètre carré. C'est plutôt correct par rapport à ce qu'on a obtenu sur les autres années. On a une variété qui a mal levé, c'est la variété Diane. Pour les autres, on a des résultats tout à fait intéressants. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté les modalités, mais notre témoin depuis plusieurs années, c'est la variété flamenco, qui est une variété plutôt précoce et qui se comporte bien en Bretagne. Vous avez également sur la droite du graphique les taux de levée des différentes associations. Donc le sarrasin, le seigle ont plutôt bien levé. Le lin et la cameline, là, on a beaucoup moins de pieds. Alors le lin, quand on a fait les comptages, c'est pas qu'il avait pas levé, c'est qu'il commençait déjà à être ravagé par les altises. Et par la suite, il y avait plus de lin en fait dans la culture. Et la cameline, là, on a des difficultés de germination, une profondeur de semis qui lui correspond pas, qui fait qu'il y avait très très peu de cameline présente dans l'essai par la suite. Ensuite, au niveau des résultats de couverture de sol, donc ces résultats-là, ils seront disponibles également pour le soja, hein. Je les ai pas présentés tout à l'heure, mais c'est des mesures qu'on a fait également sur le soja. Donc là, c'est la couverture du sol. Donc on est sur 4 semaines après semis. En pourcent. Donc vous voyez qu'on a une couverture de sol qui est encore très faible, déjà un mois après semis, donc ça laisse tout le temps aux adventices de se développer dans la culture. Une couverture de sol qui est beaucoup moins importante par la variété Diane que pour les autres variétés, parce qu'on avait un taux de levée moins important. La variété flamenco qui se développe plus rapidement, on voit que là c'est une variété qui est un petit peu plus précoce que Badil ou Orion par exemple, qui mettent un petit peu plus de temps à se développer. Et puis si on regarde au niveau des associations, là on voit un intérêt quand même de l'association avec le seigle particulièrement, qui, même s'il n'y a pas de différence significative par rapport à la levée, par rapport à la couverture de sol de la variété flamenco en pur, on voit quand même qu'on a une tendance à une meilleure couverture de sol avec le seigle. Et puis le sarrasin, la cameline et le lin, derrière, pas de différence significative, sachant que le sarrasin a été éliminé en fait avec le passage de hercétrie, il n'a pas tenu. Donc on n'a pas une présence de sarrasin importante non plus pour le reste de la culture. Pour ce qui est des biomasses adventices, là on voit qu'on a un petit peu plus d'enherbement que ce qu'on pouvait voir dans le soja dans la partie précédente. Dans la variété Diane, on a des adventices qui sont plus présentes parce que plus de lumière, moins de plants de pois chiches. Par contre, pour le reste, on a un taux d'adventices qui est assez faible. On considère qu'en dessous d'une tonne de matière sèche par hectare, pour un essai en bio, on est sur une culture qui est relativement propre. Donc pas de différence entre les variétés. Et puis pas de différence marquée, à part une tendance à avoir un petit peu moins d'adventices, là aussi avec l'association avec le seigle, mais pas de différence significative entre les associations. Et on voit qu'en désherbage manuel, voilà, on a quand même, il reste quand même quelques adventices parce qu'on ne fait pas un désherbage systématique. On a fait 2 passages pour le désherbage manuel, mais on revient pas en systématique dès lors qu'il y a une adventice qui pointe le bout de son nez, quoi. Pour ce qui est des rendements, attends que le graphe s'affiche, merci. Donc là, on voit qu'on a des rendements qui vont être en moyenne autour de 7,5 quintaux par hectare. Donc c'est des rendements qui sont assez faibles, mais assez représentatifs finalement de ce qu'on peut retrouver dans les rendements de pois chiches en Bretagne. On voit l'intérêt quand même du désherbage manuel et en fait on voit surtout la concurrence du coup des adventices sur le rendement.
Parce que si on regarde, il y a une corrélation nette en fait entre la biomasse adventice et le rendement. Plus on a d'adventice, moins on a de rendement. Donc ça se voit beaucoup sur la variété Diane. Ça se voit un petit peu sur les autres variétés aussi. Le seigle, là, le rendement plus faible ne s'explique pas par la biomasse adventice, mais par la concurrence du seigle sur la culture. Donc là, une association qui a exercé une concurrence assez importante. Si on regarde maintenant au niveau donc là, les rendements, ouais, c'est présenté différemment pour vous montrer les différences statistiques qu'on peut avoir entre les rendements. Donc le désherbage manuel qui s'en sort mieux que la plupart des variétés. La variété Diane qui paye sa mauvaise levée jusqu'à la fin. Et puis on revoit là l'effet important de concurrence du seigle sur le rendement de la culture. Si on regarde maintenant par rapport aux besoins en eau de la culture, donc même principe que tout à l'heure pour le soja, quand on est dans le vert, la culture ne manque pas d'eau. Quand on est dans le rouge, potentiellement, elle a du mal à capter l'eau du sol. Et en bleu, on est au-delà de la capacité au champ. Donc semé au 29 mars, on voit que la culture n'a pas manqué d'eau du tout à la levée. Au stade de feuille, on a une consommation qui commence à augmenter un petit peu, une consommation journalière. Pendant la phase de floraison, on a eu très peu de pluie. On avait des températures, vous verrez sur le graphe suivant, qui étaient plutôt intéressantes pour le pois chiche. Et puis, on a commencé à manquer d'eau en fait en fin de floraison, ce qui était très favorable en fait pour la culture parce que ça a arrêté la floraison. Je vous disais tout à l'heure que sinon la floraison continue et s'arrête jamais. Et puis une eau qui n'était pas limitante, mais qui n'était pas en excès pendant la phase de maturation du grain. Donc un grain qui a pu entrer en maturité assez facilement. Par contre, un retour des pluies fin juillet qui a compliqué un tout petit peu la récolte. Donc on a récolté dès que ça a séché un petit peu. L'idéal aurait été de récolter avant l'arrivée des pluies, mais on a préféré attendre parce que là on avait encore du grain qui était en fin de maturité qu'on n'a pas perdu. Voilà. Puis une récolte qui s'est quand même fait assez tôt dans la saison. Si on regarde maintenant par rapport à 2024, les températures, donc comme pour le soja, on a des températures qui sont assez fraîches là pendant la phase de floraison. On est régulièrement en dessous des 15 degrés sur la mi-mai jusqu'à la mi-juin. Donc ça explique qu'on ait perdu un petit peu de fleurs et donc on a perdu du potentiel de rendement en 2024 par rapport à 2023. On a une récolte qui s'est faite beaucoup plus tardivement, hein. Vous voyez, c'est un mois après la récolte 2023. Et puis, comme pour le soja, on était là aussi sur la même parcelle en 2024 en pois chiche et en soja. On a eu une attaque de sclérotinia très importante qui a impacté très fortement le rendement. Donc justement, si on regarde les rendements sur le graphique suivant, là, on voit... alors non, j'ai pas mis le graphique, pardon, j'ai mis juste le bilan. En fait, en 2024, on a récolté pour le principe, pour avoir quand même un résultat et voir s'il y avait un effet variétal, mais on est entre 0 et 3 quintaux hectares. Donc, en gros, un producteur n'aurait pas fait passer une moissonneuse sur cette parcelle-là, ça aurait été broyé. On a eu une levée qui était mauvaise, avec l'humidité et puis des températures très froides. Un enherbement qui a été important, il a fallu passer la RC tri un nombre de fois vraiment important, ce qui fait qu'on a en plus arraché des plants qui avaient déjà mal levé, et puis surtout une pression sclérotinia qui était très importante. En bilan, en fait, sur le pois chiche, c'est une culture qui reste encore compliquée en Bretagne aujourd'hui. C'est une culture qui va sans doute devenir intéressante si le changement climatique se poursuit et qu'on a une hausse des températures. Mais pour l'instant, on a, je dirais, au moins 3 années sur 5, un pois chiche qui va pas donner des résultats concluants. Donc pour ce qui est des perspectives de poursuite d'essais sur ces cultures-là, le pois chiche, pour l'instant, les essais ne se poursuivent pas en Bretagne. Je pense qu'on aurait intérêt quand même à réessayer maintenant qu'il y a un inoculum qui est disponible à la commercialisation en France.
Par contre, le soja, on va normalement poursuivre les essais et pour travailler en particulier la capacité de germination du soja. Parce qu'on voyait qu'on avait un petit peu surdensifié les semis pour avoir un nombre de plants suffisant. On va travailler en partenariat avec l'INRAE pour essayer de comprendre les phénomènes qui impactent cette capacité de germination. Et puis poursuivre le travail sur la recherche des variétés les plus adaptées en Bretagne. Voilà, je pense qu'on peut laisser la place aux questions du coup pour ces deux cultures. Merci Caroline. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas dans le chat. Vous pouvez prendre la parole du coup si vous avez une question. Non, il n'y a pas de question, tout était clair. Ok. Bon, ben, dans ce cas, on va passer à la conclusion. Si vous vient des questions plus tard, n'hésitez pas à les indiquer. Et puis sinon, vous pourrez prendre contact avec moi. Il y aura mon contact à la fin, voilà, pour que vous puissiez rajouter des questions éventuellement. Et puis je renverrai vers les spécialistes, quoi, Caroline ou Louise. Donc pour conclure, donc en fait, l'objectif des essais, c'était de faire le lien avec les producteurs, les agriculteurs du territoire. Les stations expérimentales, en fait, ça sert de test pour les agriculteurs dans les contextes pédoclimatiques nouveaux et encore peu explorés. L'objectif, c'est de rechercher des techniques de réussite des cultures, notamment la gestion de l'endermement en grande culture, ce qui est le premier frein technique à l'introduction de nouvelles cultures dans les rotations. Et donc, ça permet l'acquisition de données qui sont locales pour les agriculteurs du territoire. On fait également le lien avec les producteurs par des visites des stations, des portes ouvertes. Les conseillers sont également les bienvenus. Concernant les perspectives donc des essais, Caroline et Louise vous les ont indiquées. Pour les livrables, vous les trouverez sur le site de VGPolis. Donc ça, c'est à venir, hein. Les comptes rendus sont en cours de finalisation, les fiches techniques. Vous pouvez également revenir vers nous si vous les voulez. Les résultats seront également représentés lors des matinales culture le 12 juin 2025 à la station de Kerguéhennec. Et donc, il y aura également un nouvel essai adaptation au changement climatique sur les agrumes à la station Dorée. Voilà. Puis on vous remercie pour votre écoute. Merci Floriane. Juste pour finir, vous rappeler qu'il y a d'autres webinaires là, jusqu'à mi-mars. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les regarder et à vous inscrire. C'est aussi sur cette page que sont disponibles les replays qui sont mis au fur et à mesure des webinaires passés. Et je profite également de ce temps pour vous communiquer la date de la journée finale du projet Climavège qui aura lieu le 13 mars à Nantes, donc une journée ouverte à tous, gratuite et là aussi sur inscription. Donc de même, je vous mets le lien dans le chat, n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, on reste bien évidemment à votre disposition collectivement. Si vous avez des questions sur le projet en tant que tel, sur la dia suivante, vous avez nos coordonnées. Et si vous avez des questions plus précises sur les éléments qui vous ont été présentés ce matin, comme le disait Floriane, elle est à votre disposition en partenariat évidemment avec Caroline et Louise pour pouvoir y répondre. On vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.